Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JSFC 2017 Porte-Maillot. Je m'appelle Jérôme Costa et j'ai le plaisir d'accueillir Dania Motti qui va nous parler du cœur hypertrophié. Alors Dania, quelles sont les principales causes de cœur hypertrophié à l'échocardiographie ? En effet, quand on parle de cardiopathie hypertrophique ou d'un cœur hypertrophié, il y a beaucoup d'étiologies qui doivent être évoquées et qui doivent survenir dans notre tête. Selon les recommandations européennes, on parle de cardiopathie hypertrophique, mais qui inclut dedans, dans 40 à 60% des cardiopathies sarcomériques familiales, mais également des cardiopathies infiltratives, mais également des cardiopathies de surcharge. Et en fait, il vaut mieux, à mon sens, parler d'un cœur épaissi, de parois épaissies, plutôt d'une paroi hypertrophiée, car l'hypertrophie insinue que c'est uniquement une hypertrophie du myocyte, alors que quand on a une infiltration, ça peut être donc une infiltration interstitielle ou alors donc une surcharge de substances extracardiaques qui rentrent dans les cellules myocardiques, telles que l'hémochromatose, etc. Donc les principales causes, donc, dans 40 à 60-70%, c'est les cardiopathies familiales sarcomériques, mais dans 5 à 10% des cas, c'est les cardiopathies infiltratives, dont les principales, c'est les amyloses et les maladies donc, de surcharge telles que l'hémochromatose, les infiltratives, il y a aussi la sarcoïdose, et dans 20% des cas, on n'a aucune cause. N'oubliez pas aussi les cardiopathies qui sont induites par les drogues et bien sûr d'autres maladies beaucoup plus rares qu'on ne verra pas à l'âge adulte, comme les maladies de Danon, les maladies de Gaucher, la maladie de Hurler et les diagnostics différentiels tels que les fibroses endomyocardiques, des cardiopathies probablement qui sont hyper rares. Même la radiothérapie peut donner une cardiopathie infiltrative par moment. Alors justement, quels peuvent être les différents signes d'imagerie qui peuvent nous orienter dans toutes ces étiologies? Alors c'est vrai que l'échographie et la REN quand même, ça reste le premier examen qui se fait de façon très fréquente et c'est le premier examen qu'on demande. Le problème de l'échographie, c'est qu'elle peut être utile, mais elle ne peut pas être spécifique ni sensible. Elle peut évoquer certains diagnostics, mais elle ne peut jamais en aucun cas confirmer le diagnostic de telle cardiopathie hypertrophique ou d'une autre. C'est pour ça qu'il faut toujours céder d'autres examens. La première chose qu'on regarde, c'est la cavité du ventricule gauche. Quand c'est dilaté, on pense plus vers la sarcoïdose, vers l'hémochromatose, vers les maladies, l'ataxie de Friedreich, qui sont des maladies génétiques. Et quand le cœur est de petite taille, on pense plus à la maladie de Fabry, qui est une maladie également de surcharge, à la maladie à l'amylose cardiaque, qui peut être d'origine héréditaire transthyrétine, ou l'amylose sénile, ou une amylose par dépôt de chaîne légère. Il faut regarder l'épaisseur du septum. Quand une épaisseur très importante, eh bien, on pense plus, de façon concentrique, on pense plus à une maladie de Fabry, une autre maladie de surcharge. Quand il s'agit d'une épaisseur moyenne entre 13 et 14, on pense plutôt à l'amylose ou à une autre cardiopathie sarcomérique. L'autre chose à regarder, c'est l'aspect, la morphologie du septum interventriculaire. Quand c'est une inversion de la courbure septale, dans 90% des cas, on pense quand même à une cardiopathie sarcomérique hypertrophique. Il y a d'autres paramètres comme la fonction diastolique, la dilatation de l'oreillette. Quand on a une oreillette dilatée, dans toutes les cardiopathies hypertrophiques, on a une dysfonction diastolique, on a une oreillette dilatée, mais quand on a une sidération de l'oreillette gauche, une perte de la contraction atriale, on pense plus à un problème infiltratif au niveau de l'oreillette, en particulier l'amylose. On regarde également, et ça c'est depuis quelques années, c'est le pattern du strain, le strain longitudinal. Tout le monde, la plupart des personnes le font maintenant. L'aspect du strain longitudinal qui reflète en fait la contraction longitudinale du myocarde, il est altéré dans la plupart de ces cardiopathies infiltratives ou sarcomériques ou des infiltratives de surcharge, et l'aspect du degré de la baisse de ce strain dans tel segment ou tel segment peut orienter vers telle ou telle pathologie. En particulier, par exemple, ce qui a été très bien décrit depuis un certain nombre d'années, c'est cette préservation apicale où on a un strain longitudinal qui est préservé à l'apex et altéré au niveau basal dans l'amylose cardiaque, dans les 3 types d'amylose, sénile, héréditaire ou par chaîne légère. Vous avez une atteinte préférentielle de strain inféro-basal dans la maladie de Fabry ou l'inférolatérale, et ça a été confirmé également par la présence de rehaussement tardif en IRM. Donc le strain, ça doit faire un examen important, un temps important de l'examen échocardiographique. Il faut regarder également la paroi du VD, la paroi libre du VD. Il est rare quand même que le CMH sarcomérique donne un épaississement de la paroi libre du VD. Par contre, quand on a une amylose, une autre cardiopathie qui épaississe, il n'y a pas de choix entre le cœur gauche et le cœur droit. Donc il y a une infiltration globale. Il faut regarder le septum interatrial
qui peut être également infiltré par ces substances, et également regarder le péricarde. Quand vous avez un petit épanchement péricardique, certaines pathologies sont plus volontiers porteuses de cet épanchement péricardique, telles que l'amylose par exemple. Donc tous ces éléments échographiques permettent de nous orienter vers telle ou telle étiologie. Mais du coup, c'est ce que vous disiez, en soi, l'échographie du coup ne suffit pas à poser le diagnostic positif et on doit avoir recours à d'autres examens non invasifs, parmi lesquels par exemple l'IRM cardiaque. Alors effectivement, je reviens un petit peu vers les bases parce qu'on a tendance à oublier qu'une consultation cardiologique commence toujours par un électrocardiogramme et l'électro c'est quand même la première chose qu'on regarde après l'examen clinique. Donc moi je conseille d'abord, avant de passer à l'imagerie, de regarder le patient, de l'examiner, de voir un peu comment il parle, est-ce qu'il a une dysarthrie, est-ce qu'il a un syndrome cérébelleux, ça nous oriente vers l'ataxie de Friedreich devant une cardiopathie sévère, infiltrative. Regardez un petit peu sa peau, quand il y a des angiokératomes, orienter plus vers la maladie de Fabry. Regardez un petit peu la famille, lui demander des questions. Regardez son ECG, une onde de T profonde avec un espace PR court à l'ECG oriente plus vers la maladie de Fabry. Il y a très peu de maladies qui raccourcissent comme ça le PR à cause de l'électricité qui est très très bien conduite avec les lipides qui sont infiltrés du fait de la maladie de Fabry. Donc l'électrocardiogramme c'est important. Et ensuite, bien sûr, l'IRM, je pense que dans ces maladies-là, c'est une recommandation. Je pense qu'il faut faire l'IRM cardiaque avec un temps de rehaussement tardif pour permettre de distinguer les différentes étiologies. Alors après, il y a certaines personnes qui vont aller vers d'autres examens, comme par exemple la scintigraphie osseuse, qui va nous orienter quand il y a une fixation osseuse importante vers l'amylose à transthyrétine. Ça, c'est un examen qui se fait de façon routinière. Ce n'est pas très cher et c'est un peu irradiant, mais enfin, quand même, ça se fait dans tous les centres. Vous avez aussi le PET scan qui va orienter plus vers une maladie de sarcoïdose en plus de l'IRM, donc le rôle de PET scan et l'IRM cardiaque dans la sarcoïdose, et puis au niveau extracardiaque pour regarder ces nodules et ces ganglions. Et puis vous avez également et très exceptionnellement recours à une biopsie myocardique. On fait souvent des biopsies extracardiaques, exceptionnellement des biopsies myocardiques quand vraiment la stratégie thérapeutique le demande ou qu'il n'y a pas le choix. Donc si on peut résumer pour les auditeurs le message clé en fait de la conduite à tenir face à la découverte d'un cœur épaissi à l'échographie, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais en fait, je pense qu'effectivement c'est un diagnostic qui est très difficile. C'est un diagnostic on peut avoir des suspicions au niveau de l'échographie. Dans tous les cas, je conseille une approche intégrative, une approche globale, intégrant donc l'examen clinique, l'histoire de la maladie, l'histoire familiale, l'électrocardiogramme, l'échographie, l'IRM cardiaque et les autres modalités d'imagerie. Et je pense qu'en faisant une approche multiparamétrique, qui est d'ailleurs conseillée pour d'autres pathologies en cardiologie, ça peut nous orienter. Et puis bien sûr les tests génétiques, avec un généticien qui connaît, et ne pas hésiter à demander un avis à un centre de compétences ou de référence pour telle ou telle maladie. Ça existe en France, il y a beaucoup de centres de référence pour telle ou telle pathologie. Je conseillerais également d'avoir toujours sur soi l'aide d'une prise en charge un petit peu multidisciplinaire en faisant appel à des collègues internistes ou spécialistes dans des maladies rares, parce que le cardiologue tout seul ne peut pas gérer ces maladies tout seul. Merci Dania pour ces éclaircissements. Merci Jérôme.